Quel est l'âge de l'univers ? Il semble que ce soit 13,7 milliards d'années à peu près, et c'est intéressant que nous soyons enclins à en parler comme d'un âge justement, comme si c'était une caractéristique de l'univers lui-même. Ça lui fait 13,7 milliards d'années au pauvre vieux, ou au petit genou, je sais pas trop, on n'a pas vraiment de point de comparaison pour un âge d'univers. Mais à la réflexion, dire l'univers a 13,7 milliards d'années, est-ce que ça ne devrait pas sembler aussi étrange et inapproprié que de dire l'univers est à 150 millions de kilomètres du Soleil? Ce qu'on peut dire, c'est que nous, ici et maintenant, nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil, peu ou prou. Oui, je dis peu ou prou. Et de la même façon, c'est nous, ici et maintenant, qui sommes à une distance temporelle d'environ 13,7 milliards d'années depuis le Big Bang. Mais il y a bien d'autres points d'espace-temps dans l'univers qui ne satisfont pas ces propriétés. Et il n'y a aucun sens à les attribuer à l'univers tout entier. Ce qu'on peut dire plutôt, c'est que l'univers contient des objets et des événements, comme nous, la Terre, le Soleil, le Big Bang, qui entretiennent entre eux telle et telle relation spatiale et temporelle, mais l'univers lui-même n'est pas en un ici et maintenant particulier. Pour la distance spatiale, ça nous semble tout à fait intuitif. L'idée que l'espace existe pour ainsi dire d'un seul bloc et qu'une région très éloignée d'ici existe tout aussi bien que la région d'ici, c'est tout à fait la conception naïve qu'on se fait de l'espace. Mais pour la distance temporelle, il n'en va pas du tout de même. Nous sommes bien plus enclins à penser que ce qui est distant dans le temps, typiquement dans le futur, n'existe pas vraiment. Ça va exister éventuellement, mais ça n'existe pas encore. Et en somme, on a l'idée que exister, c'est exister maintenant. Dans cette région temporelle bizarrement étroite et mouvante qu'on appelle communément le présent. Le présent aurait ainsi une spécificité réelle, une sorte de statut fondamental. C'est pourquoi il nous semble que l'univers a bien 13,7 milliards d'années réellement, parce que c'est bien son âge présent. On pense en somme intuitivement qu'il y a un présent réel de l'univers. Tout le problème, c'est que cette idée se réconcilie très mal avec la compréhension de l'espace-temps que nous offrent nos meilleures théories physiques aujourd'hui. Et en même temps, il faut avouer que renoncer à la réalité du présent, ça nous semble assez terrifiant et vertigineux. Et c'est l'une des nombreuses choses qui rendent la réflexion sur le temps si passionnante. Rien à première vue n'est plus familier et intuitif que le temps, mais dès qu'on prend le temps d'y réfléchir, on tombe sur 1000 choses étranges qui défient l'intuition. Et ici, les étudiants en philosophie auront très envie de citer Saint Augustin. Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me pose la question, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus. Voilà, ça c'est fait. Mais plutôt que citer un philosophe mort qui n'avait pas le bon goût de connaître la relativité générale, je vais laisser la parole à un philosophe bien vivant, Baptiste Le Bihan, spécialiste de philosophie de la physique et auteur d'un petit livre intitulé « Qu'est-ce que le temps ?», édité chez Vrin. Ouvrage excellent pour introduire à toutes ces questions liées au temps. Vu le titre, on s'y attendait un peu. On a discuté de son parcours, de ses recherches et particulièrement du temps dans la physique et la philosophie de la physique contemporaine, et notamment donc de ce problème du présent que je viens d'esquisser rapidement. J'espère que ça vous intéressera et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Sur ce, je n'ai plus qu'à laisser la parole à nos mois passés qui le méritent bien. Après tout, il n'existe peut-être pas moins que nos mois présents. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la philosophie? C'est quand même une drôle d'idée au départ. Enfin, j'ai eu la même idée, je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite dans la philosophie des sciences et du temps en particulier? Quand j'étais jeune, j'étais passionné de science-fiction. Donc j'ai lu beaucoup de science-fiction. J'avais cette fascination par rapport à la réalité, l'univers, le cosmos, les trous noirs, les débuts de l'univers, la fin de l'univers, ce genre Quel genre de science-fiction du coup c'était Par exemple, Arthur C. Clarke ou oui, enfin tous les auteurs classiques. En fait, je lisais un peu de tout. Et j'avais envie de comprendre le monde. Et assez vite, il m'a semblé que le champ disciplinaire pour faire des progrès dans cette compréhension du monde, c'était la physique. Mais ça me paraissait aussi en un sens un peu limité. Tu voulais avoir une perspective encore plus générale, quoi. Plus générale, disons que finalement, mais je pense que quand tu prends la physique en construction, c'est pas un hasard si les physiciens se tournent vers les philosophes dans les périodes de crise et sont très intéressés par l'avis de philosophes pour résoudre des problèmes épistémologiques, pour bien comprendre les concepts qu'on utilise. Moi, j'ai découvert finalement la philosophie en terminale. Donc, c'est là que j'ai découvert que j'avais une inclination à la philosophie. Je me suis dit, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire, la philosophie. Mais en même temps, j'avais cette attirance déjà pour la philosophie des sciences, parce que je trouvais que la philosophie n'était pas peut-être assez scientifique, ou je trouvais intéressant l'histoire de la philosophie, mais j'avais plus envie de faire de la philosophie en examinant
ce que nous disait la physique du monde. Et donc c'est là que ça m'a poussé en fait, à m'inscrire à l'université à un double cursus en philosophie et en physique. Ce que j'ai fait pendant en gros 3 ans. Donc j'ai fait mes 2 premières années de philosophie et de physique en parallèle. Donc j'avais pas d'aménagement particulier. Je séchais par exemple, j'ai séché le grec pour aller au cours de philosophie des sciences, le latin j'y allais une fois de temps en temps. Donc je me suis un petit peu arrangé pour que ça marche. J'ai suivi mes passions parce que je voulais vraiment étudier la philosophie et la physique. Aujourd'hui ça existe beaucoup les bilicences peut-être. Mais à l'époque ça n'existait pas à ma connaissance, en tout cas donc, pas en Bretagne. Tu te l'es fait toi-même quoi. Voilà, rafistolé. Mais au bout d'un moment, ça devenait vraiment trop dur, c'était plus possible. Donc je me suis focalisé sur la philosophie. Mon cursus à Rennes était assez mélangé, donc on avait pas mal de cours d'histoire de la philosophie, on avait pas mal de cours de philo analytique et pas mal de cours de philo dite plus continentale. Donc on avait régulièrement des cours qui se contredisaient un peu les uns les autres. Mais c'est vrai que j'avais parfois ce genre de problème qui était de me dire ce serait quand même bien de vraiment bien comprendre ce que nous dit la physique pour compléter tous ces raisonnements qui sont très intéressants. Mais finalement, si Kant existait à notre époque, c'est clair qu'il serait au fait de la physique. Oui, effectivement. C'est une remarque qui revient souvent, cette idée. Voilà, si Hume, quand je discutais avec Florent Kova la dernière fois, il me disait ça, si Hume ou Descartes étaient là, il ferait des sciences cognitives, il ferait pas de la philosophie. Et je pense que c'est aussi vrai pour la philosophie de la nature. Ouais. Oui, c'est sûr, Aristote, il ferait de la biologie, il ferait pas ou toutes sortes de choses, mais en tout cas, il y a peu de chances qu'il étudie Aristote. Donc j'avais un petit peu ce genre peut-être de dissonance, on va dire, parce que des fois c'est un peu étrange aussi c'est pas du tout les mêmes les mêmes univers intellectuels, le monde on va dire de la physique et de la philosophie. Alors j'avais découvert qu'il y avait quand même quelque chose qui existait qui s'appelait la philosophie des sciences, qui m'avait quand même donné beaucoup de joie. Je me disais il y a comme cet espace pour la pensée que je vais pouvoir occuper, qui me plaît. J'ai continué, hein, j'ai fait un master de philosophie toujours à l'université de Rennes 1. J'ai commencé à ce moment-là à travailler sur la philosophie du temps. Au début c'était un petit peu un hasard au sens où j'hésitais entre la philosophie de l'esprit et la philosophie du temps, parce que ça me paraissait être 2 questions assez fondamentales. Mais je crois qu'au fond, ce qui m'a poussé à m'intéresser à la nature du temps, c'est que dans beaucoup de débats philosophiques, il y a des hypothèses implicites qui sont faites en amont sur ce qu'est le temps pour aborder d'autres problèmes. Et deuxièmement, avec mon double cursus de philosophie et de physique, je voyais une tension assez forte entre ce que disent les philosophes sur la nature du temps et ce qu'en disent les physiciens. Et donc je voulais voir ce qu'on pouvait sauver, disons, de la conception ordinaire et commune du temps, dans le cadre des théories physiques empiriquement confirmées. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé à commencer à étudier le temps. C'est sur quoi du coup ta thèse ? Donc ma thèse était sur l'ouverture du futur, ce qu'on appelle la contingence du futur, le fait que le futur n'est pas fixé, que plusieurs futurs possibles peuvent advenir. Par exemple, est-ce qu'il est possible pour moi demain d'être à Paris ou au contraire de quitter Paris ? Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette question du statut modal du futur. Est-ce que le futur est nécessaire ou contingent dans le cadre de la conception du temps que l'on a de la physique ? D'accord. Qu'on appelle la théorie de l'univers bloc. Donc c'est un très vieux problème, mais que tu analysais avec des outils très récents. Quoi. Alors, je dis très vieux problème parce que souvent on le remonte à Aristote au chapitre 21 du De Interpretatione, où il est question d'une bataille navale qui aura lieu ou pas demain, et la question c'est de savoir la phrase « la bataille navale a lieu demain », est-ce qu'elle est déjà vraie, déjà fausse, ou ni vraie ni fausse pour le moment. Voilà. Il y avait un raisonnement qui consistait à dire toutes les formules, toutes les phrases du langage sont soit vraies soit fausses, c'est le tiers exclu. Et du tiers exclu, on pouvait déduire une thèse déterministe. Dire, ça veut dire dans ce cas que la phrase, elle est soit vraie, soit fausse dès maintenant. Et ça semble bizarre qu'un principe logique comme le tiers exclu ait une conséquence, le déterminisme ou le caractère fixe du futur. C'est juste. Donc ça, c'est le débat classique sur le... Donc on pourrait dire que c'est une affaire de déterminisme ou d'indéterminisme. Ici, dans ce cas-là, c'est un déterminisme ou un indéterminisme qui est lié à l'attribution de valeurs de vérité aux énoncés qui décrivent le futur. Mais
il y a un nouveau problème en fait, qui est plus récent et qui a la même structure que ce problème classique de la bataille navale. Parce qu'ici, la menace de détermination du futur, donc menace entre guillemets, mais disons la possible raison philosophique de penser que le futur est déterminé, donc dans mon travail, elle ne venait pas de la logique, mais elle venait de la physique, et c'était pas au niveau du langage et de l'attribution de valeurs de vérité aux énoncés, mais ça venait de l'existence du futur. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la bataille navale, si c'est une partie de la réalité, si elle existe, cette partie de la réalité qui correspond à la date de demain, et que c'est un fait, ce fait existe, que demain la bataille navale a lieu, il semble à nouveau que ça menace la possibilité qu'il n'y ait pas de bataille navale. Soit il n'y a pas de futur, soit le futur est une sorte de zone ontologique vide, qui grandit au fur et à mesure du passage du temps. Dans ce cas, ça peut ouvrir effectivement à la contingence du futur, ou alors le futur existe déjà, ce qui paraît plus satisfaisant peut-être d'un point de vue physique, mais dans ce cas on a ce problème-là que le futur est forcément déterminé. Donc ma thèse peut paraître étrange, puisque mon objectif dans ma thèse c'était de montrer qu'on pouvait accepter que le futur existe et que le futur n'est pas déterminé. D'accord. Donc ça, c'était le... T'essaies de tenir les deux bouts là. J'essaie vraiment de tenir les deux bouts, en tout cas de regarder différentes stratégies pour le faire et voir jusqu'où on peut aller, à quel prix. Et une de mes motivations à l'époque, c'était la physique. C'est que je pensais que la relativité nous donnait des raisons de croire que le futur existe et la physique quantique nous donnait des raisons de croire que le futur est indéterminé. Et donc je voulais voir comment concilier les deux. Alors maintenant j'ai changé un peu d'avis parce que je suis neutre et je pense qu'il y a plusieurs options sur la table pour rendre compte de la physique quantique. Et parmi les 3 grandes approches de la physique quantique, 2 des 3 approches sont déterministes. Mais bon, en tout cas, c'était le projet de la thèse. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est examiner les grandes conceptions de ce qu'on appelle l'ontologie temporelle, ce qui existe dans le temps. Et donc on a 3 positions à propos de l'existence dans le temps. La première position, c'est le présentisme, qui est la thèse selon laquelle seul le présent existe. Donc le passé n'existe plus et donc n'existe pas du tout. Le futur n'existe pas encore et donc il n'existe pas du tout. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'univers bloc en croissance ou le non-futurisme, qui est la thèse selon laquelle le passé et le présent existent, mais pas le futur. Et la troisième approche, c'est l'éternalisme, qui dit que le passé, le présent et le futur coexistent. C'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de différence d'existence dans les 3. Alors peut-être pour faire comprendre ça un peu mieux, une bonne manière de voir les choses, c'est de commencer avec une comparaison avec l'espace. Donc maintenant, on est à la librairie Vrin à Paris, mais c'est pas parce qu'on est à Paris maintenant qu'on pense que Lyon ou New York ou la Lune, c'est pas pour autant qu'on pense que tous ces endroits n'existent pas. Donc on a naturellement tendance à accepter que tous les endroits existent. C'est pas parce qu'on est localisé ici dans l'espace que c'est que seule la librairie Vrin existe. C'est vrai qu'on donne rarement un sens très profond à ici, quoi. Voilà. On ne pense pas que ici désigne un lieu de l'univers absolument spécial, sauf si on est solipsiste peut-être. Mais... Et pour le temps, on fait tout le contraire. Pour le temps, on pense que parce qu'on est ici dans le présent, les autres instants n'existent pas. Donc si on est présentiste. Donc maintenant, si on prend l'éternaliste qui vous dit que le passé, le présent et le futur existent tout autant, et qu'au lieu de comparer les différentes villes françaises et la librairie Vrin, on prend différents instants localisés dans le temps. Donc prenons par exemple Socrate dans le passé qui boit la ciguë. Et prenons un exemple futur, par exemple la proclamation de l'indépendance de Mars par rapport à la Terre, qui se produit en 2454, d'après mes calculs les plus récents. Ouais, c'est une bonne fourchette, je trouve ça pas mal. Donc on a ces 2 événements passés et futurs, et pour un exemple d'événement présent, on prend cet enregistrement ou la vision des spectateurs quand ils regardent la vidéo. Ces 3 événements existent tout autant, de la même manière que les villes françaises existent tout autant. Donc l'idée de l'éternaliste, c'est d'étendre la manière que l'on a de raisonner à propos de l'existence dans l'espace à l'existence dans le temps. Pour l'instant, j'ai défini les choses d'une manière qui est un peu trompeuse. J'ai dit l'éternaliste nous dit que les choses passées, les choses présentes et les choses futures existent tout autant. Mais en fait, l'éternaliste, techniquement, il n'a pas besoin des concepts de passé, de présent et de futur. Il peut simplement dire tout existe, quoi. Il peut simplement dire tout existe. Et c'est pas parce qu'on dit que le passé, le présent et le futur n'existent pas que l'on dit que le temps n'existe pas. Parce qu'on peut avoir une conception du temps qui est plus
qui est moins substantielle et qui accepte l'existence de relations d'avant-après entre les choses. Donc il y a un ordre entre les événements, Il y a un ordre. les événements existent, et c'est tout ce qu'on a besoin de dire en fait. On peut reprendre les événements qu'on a cités, par exemple, ce moment qu'on passe ensemble est dans une relation d'antériorité, d'avant-après, avec la proclamation de l'indépendance de Mars. Et une fois qu'on a tissé ce réseau de relations d'avant-après, on n'a pas forcément besoin de rajouter quelque chose qui serait la séparation de la réalité entre trois zones, la zone passée, la zone présente et la zone future. Intellectuellement, c'est tentant l'éternalisme, et en même temps, on est un peu pris au trip par le fait qu'on est dans l'instant présent. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la discussion que j'avais eue avec François sur la conscience, où je peux comprendre pourquoi est-ce que intellectuellement, on a des tas de raisons de dire que la phénoménalité n'existe pas, mais il y a aussi quelque chose qui me prend au trip, qui me fait dire « ouais, mais j'ai quand même la conscience de… » C'est vrai qu'on a cette… Comme tu dis, ça nous prend au trip que le présent est spécial, c'est ce qui existe et ce qui est autour de nous maintenant. Peut-être une question intéressante de savoir, c'est pourquoi on n'a pas la même intuition, la même croyance à propos de l'espace. Donc si je te demande pourquoi tu penses que les autres endroits existent, mais pas les autres instants. Et je pense qu'une réponse possible à ça, c'est qu'il y a une différence de modalité. C'est-à-dire qu'on peut se rendre aux autres endroits, on peut choisir d'aller quelque part. Donc ça nous est accessible dans un certain sens. Alors que les autres instants, ils ne nous sont pas accessibles. On ne peut pas choisir d'aller à un instant postérieur. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et cheminer tranquillement dans le temps. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et je pense que c'est cette absence de contrôle sur notre localisation dans le temps qui nous pousse à avoir cette intuition un peu qui nous prend aux tripes. Alors peut-être que le fait qu'il y ait cette asymétrie entre l'espace et le temps, c'est une bonne raison de croire qu'il y a quelque chose de spécial avec le temps. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Si on imagine qu'on fait une simulation d'un univers comme ça, d'un univers physique, il y aurait un sens à dire qu'il y a un présent. Si, je sais pas, genre il y a un premier état, on le calcule, puis il y a un deuxième état, on le calcule à partir du premier état, etc. Donc, on pourrait dire il y a un présent qui correspond à l'état qu'on est en train de calculer ou au dernier état qu'on a calculé. Il peut aussi donner un sens au fait que le passé existe, mais pas le futur. Le fait est que les états qui sont déjà calculés, surtout s'ils sont stockés, quoi, il y aurait un côté, vraiment ils sont là, tandis que les états futurs, ils sont pas encore là. Mais en fait, je réfléchissais et je me suis fait l'objection mais pour dire que le présent de la simulation, c'est l'état qu'on est en train de calculer, en fait, c'est juste le présent de la simulation, parce que dans mon présent à moi, on est en train de calculer ça. Mais donc ça ne fait que reporter ça à notre niveau. Monsieur Phi, en fait, c'est aussi une succession d'états mentaux qui sont en relation de simultanéité avec des objets, avec des choses. Donc quand tu lances la simulation, à chaque étape de la simulation, il y a une partie de toi, une partie temporelle de toi qui est simultanée avec chaque étape. C'est simplement un effet de perspective, c'est que chaque partie temporelle, elle est en relation de simultanéité avec ce qui l'entoure, et elle peut penser, si elle veut, aux autres parties temporelles, mais ces parties sont inaccessibles. Parce qu'à nouveau, peut-être la différence entre l'espace et le temps qui est un peu fondamentale, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur notre localisation dans le temps. Je ne peux pas choisir d'aller à un endroit du temps. Voilà. Parfois, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, mais parfois, ce serait bien de se réveiller le jour après l'examen pénible qu'on veut éviter. Se convaincre qu'on vit dans un monde éternaliste, ça nous impose de penser à notre vie un peu comme une ligne, avec un début et une fin. Il y a notre naissance, notre mort et notre vie entre ces deux événements. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien cette formule un peu choc que j'avais trouvée de dire qu'on est, d'après l'éternalisme, on est des êtres mortels mais éternels. Parce que, indépendamment du point de référence dans l'espace et dans le temps, que ce soit avant notre naissance ou après notre mort, ça reste. Nos vies sont figées dans l'espace-temps en quelque sorte. Ça n'implique pas qu'on n'est pas libre ou qu'il n'y a pas de contingence en un sens modéré, parce qu'on peut peut-être dire que chaque partie temporelle qui nous constitue est responsable de la partie qui lui succède, mais néanmoins nos vies sont des sortes de volumes qui sont figés, qui ne changent pas, qui sont là pour toujours. Ça me donne un peu ce même sentiment étrange que lorsque je réfléchis à l'inexistence du moi ou à des choses comme ça. Donc par barrière, je défends aussi cette thèse, que le soi n'existe pas. J'ai l'impression que ça va bien ensemble, oui. On réfléchit très longtemps à plein de choses, on finit toujours par se dire que ça n'existe pas. Moi j'aime bien aussi avoir cette stratégie qui est de résoudre les problèmes en éliminant les concepts théoriques, mais je pense que très souvent on peut... par exemple, si on prend l'éternalisme, je
On nie que le passage du temps existe, mais on nie pas que le temps en tant que tissu de relation existe. Je pense que la meilleure manière de décrire les choses, c'est de dire le présent existe, mais c'est juste un présent indexical. C'est la simultanéité par rapport à un point de référence. Donc ça a vraiment le même statut que ici. Au sens où oui, on est à des endroits. Voilà, mon corps est à un endroit, mais il n'y a rien de spécial à cet endroit. Le présent, finalement, c'est un ici temporel. Mais un point sur lequel je veux vraiment insister, ça implique une spatialisation modérée du temps. Donc on peut être éternaliste et tout à fait accepter qu'il y a une direction spéciale du temps, et donc que le temps n'est pas comme les 3 dimensions spatiales. Puis d'ailleurs, on a 3 dimensions spatiales, on n'a qu'une dimension temporelle, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir jusqu'où la similarité entre l'espace et le temps va. Ces catégories de l'espace et du temps, elles semblent avoir vraiment un lien avec notre expérience consciente en fait. Parce que si justement on parle de cette direction que effectivement le temps n'existe pas, l'espace non plus, en tout cas pas au niveau fondamental, qu'est-ce qui fait que nous on a ces concepts-là? C'est qu'on a une certaine forme de cognition qui rend l'écoulement du temps très intuitif, la perception de l'espace aussi très intuitif. Et donc on aurait un peu cette idée que finalement c'est une illusion de notre cognition qui crée ces catégories-là qui en fait ne sont pas aussi fondamentales qu'elles en ont l'air. Ce serait vers ce genre de direction que tu... Alors, moi non, mais c'est une option qui est possible, c'est de dire un petit peu peut-être comme une forme d'idéalisme à propos de l'espace et du temps, et de dire l'espace et le temps sont localisés dans notre esprit, mais pas dans le monde qui existe indépendamment de notre esprit. Alors on pourrait dire, si l'espace-temps n'existe pas fondamentalement, peut-être que c'est un indice que l'espace et le temps sont projetés par l'esprit sur une structure qui n'est pas en elle-même spatiale et temporelle. Donc ça pourrait être une piste. Mais moi, je ne pense pas que c'est la bonne manière de faire, donc je ne suis pas éliminativiste en sens à propos de l'espace et du temps. Je pense que l'espace et le temps existent à une certaine échelle. On peut tout à fait faire référence à tout ce qui a existé avant l'humanité. Ça me paraît trop radical de dire que s'il n'existe aucun être conscient, alors ça n'a aucun sens de faire référence à des instants comme ça. Donc je pense qu'à une certaine échelle, c'est quand même bien de garder cette idée qu'il existe dans le monde empirique un espace et un temps, même si c'est peut-être limité à certaines échelles de description et qu'il y a quelque chose de bizarre qui se produit. Peut-être que le fait que notre cognition ait développé ces catégories-là est le signe que ça correspond assez bien, en tout cas au niveau auquel notre cognition interagit avec ce qui l'entoure, avec des structures qui existent bien. Même si en fait au niveau fondamental, elles sont pas de cette nature. Je pense que c'est tout à fait juste. Et l'argument que tu vas donner sur les structures, le fonctionnement de notre esprit, si ces concepts marchent si bien, c'est parce qu'ils traquent quelque chose dans la réalité. On peut dire aussi les théories physiques qui sont temporelles comme la physique quantique ou la relativité générale, si elles fonctionnent si bien avec des prédictions incroyablement précises, en postulant l'existence de l'espace et du temps, c'est que ça existe à une certaine échelle de description. Donc je trouve qu'on a... Au moins un niveau approximatif. Voilà, je pense qu'on a quand même des arguments empiriques qu'à un certain niveau approximatif, comme tu dis, ça existe, ça fait partie du monde. Et bien donc on va s'arrêter sur ces bonnes paroles, mais si vous en voulez davantage, vous pouvez aller voir la vidéo annexe. Ça rassemble divers moments de l'interview que je n'ai pas inclus dans le montage pour des raisons de longueur et de continuité. On discute notamment de la question de savoir si, comme le disait Feynman, la philosophie des sciences est aussi utile aux physiciens que l'ornithologie aux oiseaux. Si toutes ces histoires de temps vous intéressent et que vous cherchez une introduction sur le sujet, le livre de Baptiste Le Bihan, Qu'est-ce que le temps est fait pour ça. C'est court et efficace, donc n'hésitez pas. Je remercie toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sur Utip. Vous êtes des tranches temporelles d'êtres humains vraiment très appréciables, je vous remercie. Je remercie aussi la librairie et édition Vrin chez qui on a tourné l'interview, c'était bien joli. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien et je vous laisse méditer sur ceci que vous n'êtes que des vers spatio-temporels rongeant un univers bloc.